Bonjour, bienvenue dans notre chaîne. Aline se regarda une dernière fois dans le miroir avant de descendre les escaliers. La robe de mariée mettait en valeur sa fine silhouette, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle ressemblait à une poupée qu'on habille et qu'on expose. Dans quelques heures à peine, elle allait devenir la femme d'un parfait inconnu, Henri Duval. Elle ne savait de lui que quelques détails glanés çà et là. Âgé de 35 ans, c'était un homme riche et influent à la tête d'une des plus grandes entreprises de la région. Son père adoptif Charles lui avait confié que M. Duval avait accepté ce mariage arrangé afin de consolider une alliance commerciale prometteuse. Mais pourquoi un homme si puissant voudrait-il épouser une fille de 18 ans comme elle? Aline craignait de n'être qu'un objet de transaction à ses yeux, une façon d'obtenir un contrat juteux. Prenant son courage à deux mains, elle descendit lentement les marches, une à une, le souffle court dans son corset serré. En bas, l'attendait Charles, son père adoptif, le regard brillant d'excitation. C'était un homme débonnaire dont la situation financière s'était considérablement dégradée après de mauvais placements. Ce mariage arrangé avec le riche M. Duval devait lui permettre de renflouer ses comptes et effacer ses dettes. Peu importaient les rêves ou les aspirations d'Aline, seule comptait cette union qui les liait désormais à ce puissant inconnu. « Ma chérie, tu es ravissante. Monsieur Duval a bien de la chance de t'épouser. Ce mariage va arranger bien des choses pour nous. » lui glissa Charles avec un clin d'œil complice. Aline se força à sourire, le cœur lourd. Elle avait été adoptée bébé par Charles et son épouse, qui n'avaient pu avoir d'enfant. Élevée dans un milieu modeste, elle avait toujours rêvé de poursuivre des études pour devenir institutrice. Mais le destin en avait décidé autrement. Le trajet jusqu'à l'église lui parut à la fois très court et très long. Courtes furent les prières qu'elle marmonna pour puiser du courage. Long fut le moment où elle inspira une dernière fois le parfum de sa jeunesse avant de franchir les lourdes portes. Là l'attendait celui qui allait devenir son époux. Henri Duval se tenait droit et fier dans son costume sombre qui tranchait avec la blancheur de ses cheveux coiffés en arrière avec sévérité. Son visage anguleux au regard perçant intimidait Aline, qui baissa les yeux en s'avançant vers l'autel. La cérémonie ne dura que quelques minutes, juste le temps de prononcer des vœux solennels qui les engageraient pour la vie, avant de signer le registre sous les applaudissements convenus de l'assistance. Charles rayonnait, Henri restait impassible. Aline se sentait flotter dans un rêve étrange, comme déconnectée de la réalité. Puis vint le moment de quitter l'église au bras de celui qui était désormais son époux. Henri avait à peine prononcé quelques mots depuis la fin de la cérémonie, se contentant du strict minimum. Dans la calèche qui les menait vers la demeure des Duval, Aline rassembla son courage. « Mon mari, je vous remercie de m'avoir choisi. J'espère être une épouse dévouée et vous rendre heureux. » Henri tourna lentement son regard vers elle. Ses yeux sombres l'observèrent de la tête aux pieds avant de répondre d'une voix égale. « Nous verrons cela. Je ne doute pas que vous ferez les efforts nécessaires pour respecter votre rang et vos devoirs. » Puis il détourna la tête pour regarder le paysage, signifiant clairement que la conversation était close. Aline se résigna au silence, intimidée. Le trajet lui sembla durer une éternité. Qu'allait lui réserver cette nouvelle vie? Aline l'ignorait encore, mais une chose était sûre. Rien ne serait plus comme avant. Le destin l'avait liée à cet homme énigmatique qu'elle ne connaissait pas. Elle allait devoir puiser au plus profond d'elle-même pour trouver la force d'affronter cette existence nouvelle. La lourde porte de la chambre nuptiale se referma dans un claquement sinistre. Aline frissonna et se retourna lentement. La pièce était somptueuse, décorée avec goût. Des bouquets de fleurs embaumaient l'air. Mais Aline n'avait d'yeux que pour l'homme qui se tenait devant elle. Henri était déjà occupé à retirer sa cravate, le visage fermé, sans un regard pour sa jeune épouse. « Approchez », lui ordonna-t-il sèchement. Aline s'exécuta, les mains moites et le cœur battant. Elle n'avait jamais été aussi près d'un homme, et encore moins dans une alcôve. Henri entreprit de défaire un à un
les innombrables petits boutons qui fermaient sa robe dans le dos. Ses doigts s'y prenaient maladroitement, et Aline sentait leur impatience. Agacé, il finit par tirer brutalement sur le tissu délicat, arrachant quelques boutons au passage. La robe glissa à ses pieds, la laissant en sous-vêtements pudique et tremblante. « Allongez-vous » ordonna à nouveau Henri. Aline s'exécuta, la gorge nouée. Son corps frêle et pâle tranchait avec la majesté pourpre des draps de soie. Elle détourna le regard lorsqu'Henri acheva de se dévêtir à son tour avant de la rejoindre. Il ne prit pas la peine de la rassurer ou de la caresser. Se positionnant au-dessus d'elle, il écarta ses cuisses d'un geste brusque avant de la pénétrer d'un coup sec. Aline retint un cri de douleur et de surprise. C'était donc ça, la nuit de noces, cet acte physique dénué de douceur, qui lui faisait si mal et qu'elle ne comprenait pas? Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'Henri entamait ses va-et-vient en elle. Elle essaya de se détendre, en vain. Chaque mouvement lui arrachait une grimace. Heureusement, au bout de quelques minutes, Henri se retira avant d'atteindre l'orgasme. Intrigué, il examina le drap taché de sang entre les cuisses d'Aline. « Vous étiez vierge » demanda-t-il d'un ton suspicieux. Incapable de parler, Aline hocha la tête, les joues en feu. À sa grande surprise, le regard d'Henri s'assombrit dangereusement. Il se leva d'un bond, enfila un peignoir et sortit de la chambre sans un regard pour elle. Restée seule, Aline éclata en sanglots. Elle qui avait tant imaginé sa nuit de noces, la découverte de l'amour, elle venait de vivre un cauchemar. Henri l'avait traitée comme un objet dont il pouvait user et abuser à sa guise, sans égard pour ses sentiments. Elle finit par s'endormir d'épuisement au petit matin. Lorsqu'elle se réveilla, Henri était déjà parti sans un mot. La place vide à ses côtés lui fit l'effet d'un poignard en plein cœur. De son côté, Henri était fou de rage alors qu'il se rendait à son bureau. Charles lui avait promis la main de sa fille biologique, pas celle d'une vulgaire adoptée. Cette prétendue virginité d'Aline confirmait ses pires soupçons. Il était prêt à parier que cette fille n'était pas du même sang que Charles. L'escroc l'avait trompé et il allait le lui faire payer cher. Toute la journée, Aline resta prostrée dans sa chambre, pleurant à intervalles réguliers. La nuit venue, quand Henri revint, elle feignit le sommeil de peur qu'il n'exige à nouveau ses droits conjugaux. Mais il ne lui adressa pas un regard et alla directement se coucher dans une chambre voisine. Aline pleura silencieusement dans son oreiller jusqu'à l'aube. Sa nouvelle vie commençait bien mal. Elle s'était imaginé un mariage romantique, une union affectueuse. Rien ne serait jamais plus comme avant. Les jours passèrent, longs et monotones. Aline errait comme une âme en peine dans l'immense manoir des Duval, qui était désormais sa demeure. Henri partait au travail dès l'aube et ne rentrait que tard le soir, à peine attentif à sa jeune épouse. Les repas se déroulaient dans un silence glacial. Aline n'osait prendre la parole, et Henri ne faisait aucun effort pour engager la conversation. Il la considérait toujours avec méfiance et colère après la déception de la nuit de noces. Aline s'ennuyait à mourir. Elle n'avait pas le droit de quitter la propriété sans la permission de son mari. De toute façon, elle ne connaissait personne dans ce quartier bourgeois de la capitale. Les rares visites se contentaient de prendre le thé avant de papoter de futilités. Elle passait ses journées à lire ou à broder, occupant ses mains pour occuper son esprit. Mais dans les longs moments d'inactivité, ses idées noires revenaient la hanter. Elle repensait à sa vie d'avant, simple mais joyeuse, à ses rêves brisés de devenir institutrice, à la liberté qu'elle avait perdue. Aline n'avait jamais été mise au courant par Charles des détails exacts concernant les termes de son mariage arrangé avec Henri. Elle savait juste que cette union devait permettre à son père adoptif d'effacer ses dettes envers ce riche industriel. Elle ignorait qu'une promesse précise avait été faite par Charles, celle de donner sa fille biologique en mariage et non sa fille adoptive. Aline avait toujours considéré Charles et son épouse défunte comme ses vrais parents.
Elle ne s'était jamais sentie différente de leur enfant légitime. Mais Henri, lui, était convaincu d'avoir été odieusement trompé. Suite à la déception de sa nuit de noces, il était désormais obsédé par l'idée de démasquer la supercherie dont il pensait avoir été victime. Il chargea son homme de confiance Germain de mener discrètement une enquête sur la naissance et l'enfance d'Aline. Chaque jour qui passait renforçait sa conviction que cette jeune fille n'était pas celle qui lui avait été promise. Sa rancœur enflait sans qu'Aline n'en comprenne la raison. De son côté, la jeune femme s'ennuyait terriblement dans l'oisiveté forcée du manoir. Un soir, elle osa demander timidement à Henri la permission de reprendre des études pour devenir institutrice. Mais il éclata d'un rire méprisant. Lui permettre d'étudier reviendrait à accepter qu'elle appartienne à sa classe sociale. Or, il la soupçonnait de n'être qu'une vulgaire adoptée. Il lui interdit formellement de nourrir de telles ambitions. Quelques jours plus tard, Germain revint avec les preuves qu'Aline avait bien été adoptée. Fou de rage d'avoir été abusé, Henri convoqua la jeune femme pour lui extorquer des aveux complets. Terrifiée, Aline dut s'exécuter, révélant ses origines modestes malgré elle. Henri se sentit trahi et manipulé. Désormais, leur mariage reposait à ses yeux sur une imposture. Rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent la révélation des origines d'Aline furent très sombres. Henri la traitait désormais avec un mépris et une dureté croissants, ne prenant même plus la peine de dissimuler son ressentiment. Lors des repas, il ne manquait pas une occasion de l'humilier ou de faire des remarques blessantes sur sa prétendue bassesse. Aline subissait ses attaques la tête basse, n'osant pas répondre et luttant pour retenir ses larmes. Henri exigeait qu'Aline remplisse parfaitement son rôle d'épouse de notable, malgré ses origines. Elle devait s'occuper seule de l'intendance du grand manoir, organiser les réceptions mondaines auxquelles il l'obligeait à participer, toujours être apprêtée et souriante à son bras. Épuisée par ses obligations, souffrant de la froideur et du dédain de son mari, Aline dépérissait à vue d'œil. Ses yeux jadis pétillants de vie étaient éteints et cernés. Elle avait perdu plusieurs kilos, son teint était pâle comme la mort. Un soir, alors qu'il rentrait d'une réception chez le maire, Henri annonça à Aline qu'il avait invité Charles à dîner le lendemain. Il voulait avoir une explication avec lui sur la supercherie dont il s'estimait victime. Terrorisée à l'idée de les voir s'affronter, Aline le supplia toute la nuit de revenir sur sa décision. Mais Henri resta inflexible. Le lendemain midi, Charles se présenta au manoir, l'air penaud. Aline trépignait d'angoisse. Le déjeuner fut glacial. Henri congédia les domestiques pour pouvoir parler librement. Dès le plat principal, il attaqua directement Charles sur ses mensonges concernant l'identité d'Aline. Pris de court, Charles bafouilla des excuses, prétextant avoir voulu offrir à Henri la fille la plus vertueuse possible. Mais Henri se montra impitoyable, raillant la prétendue vertu d'Aline malgré ses origines modestes. La jeune femme fondit en larmes, impuissante face à l'humiliation qu'on lui infligeait. Elle n'était qu'un pion dans une transaction qui la dépassait. Finalement, acculé par Henri, Charles finit par tout avouer. Ses dettes colossales, le détail de l'arrangement initial et cette mascarade de mariage organisée dans l'urgence du désespoir financier. Il implora le pardon de Henri. Mais ce dernier, ivre de colère d'avoir été trompé, le chassa de chez lui en exigeant qu'il lui rembourse jusqu'au dernier sou. Le contrat moral de leur mariage était rompu, même s'il était trop tard pour annuler l'union. Restée seule avec son mari, Aline tenta de plaider la cause de Charles, cet homme qui l'avait élevée comme sa propre fille. Mais Henri refusa de lui adresser la parole, considérant qu'elle aussi l'avait trahi dans cette sordide machination. Le cœur brisé, Aline regagna sa chambre et s'effondra sur son lit. Elle commençait à réaliser que pour Henri, elle n'était qu'un instrument pour assouvir son désir de vengeance contre Charles. Jamais il ne lui témoignerait amour ou respect. Prostrée sur son lit, Aline pleura amèrement toute la nuit. Au petit matin, une idée sombre et définitive
s'imposa à son esprit torturé. Elle ne pouvait plus supporter cette existence empreinte de solitude et de mépris. Il fallait que cela cesse. Lorsque la femme de chambre entra ce matin-là dans la chambre pour ouvrir les rideaux, elle poussa un hurlement en découvrant Aline gisant sur le sol. Un flacon de somnifère vide avait roulé à ses côtés. Son pouls était faible et sa respiration presque inexistante. On fit immédiatement chercher le médecin qui procéda d'urgence à un lavage d'estomac pour évacuer le poison. Heureusement, Aline n'avait pas absorbé une dose mortelle. Après de longues heures d'angoisse, elle finit par reprendre connaissance. Quand Henri fut prévenu de la tentative de suicide de sa femme, sa première réaction fut la colère. Comment avait-elle osé attenter à ses jours? Certes, il fit appeler le médecin par obligation morale et légale. Mais il décida qu'Aline devrait subir toutes les conséquences de cet acte de rébellion. Une fois le lavage d'estomac effectué et Aline hors de danger physique, Henri se contenta de prendre froidement de ses nouvelles depuis le seuil de la chambre. Son regard restait dur et froid comme la glace. « J'espère que vous mesurez la gravité de votre geste », lui dit-il d'un ton sévère. « Ne comptez pas sur ma clémence. Dès que vous serez remise, vous reprendrez vos tâches comme si de rien n'était. Je ne tolérerai plus la moindre faiblesse de votre part. » Blessée par tant de dureté, alors qu'elle revenait de loin, Aline ne put retenir ses larmes. Elle venait de frôler la mort, et son mari ne manifestait pas la moindre compassion. Se rendait-il seulement compte de la souffrance qu'il lui infligeait, au point qu'elle ait préféré en finir? Mais Henri resta de marbre, indifférent à ses sanglots. À ses yeux, elle ne méritait que le mépris pour avoir attenté à sa vie, alors qu'elle lui appartenait corps et âme. Tournant les talons, il ordonna qu'on la maintienne sous sédatif avant de quitter la pièce sans un regard. Durant toute sa convalescence, Aline fut maintenue isolée dans sa chambre. Privée de visites ou de distractions, elle ruminait sa tristesse et son amertume. Elle comprenait désormais qu'Henri ne changerait jamais. Elle ne serait jamais aimée, ni même considérée comme son égale à ses yeux. Dès qu'elle fut en état de quitter son lit, Henri exigea froidement qu'Aline reprenne ses obligations d'épouse. Encore faible et fragile psychologiquement, elle peinait à assumer les nombreuses tâches ménagères et mondaines qu'il lui imposait sans aménagement. Mais il demeurait inflexible, exigeant qu'elle remplisse son rôle pour ne pas lui faire perdre la face. Un soir, il la surprit même en train de pleurer doucement pendant le dîner. Furieux qu'elle ose ainsi se montrer faible, il quitta la table sans un mot et ne lui adressa plus la parole de la soirée. Le cœur lourd, Aline sécha ses larmes. Jamais Henri ne la soutiendrait ou ne la comprendrait. Elle devrait puiser au fond d'elle-même la force de survivre à ce mariage sans amour en supportant sa froideur et ses humiliations quotidiennes. Mais combien de temps tiendrait-elle encore avant de sombrer? Les semaines s'écoulèrent lentement pour Aline, rythmées par les tâches ménagères et les obligations mondaines qu'Henri lui imposait. Elle s'efforçait de jouer son rôle d'épouse modèle en public, malgré l'indifférence glaciale qu'il lui témoignait en privé. Un matin qu'elle était seule au manoir, on sonna à la porte. Aline découvrit avec surprise Charles, son père adoptif, sur le perron. Bien qu'Henri lui ait formellement interdit de le recevoir, elle s'effaça pour le laisser entrer, émue de le revoir. Charles avait vieilli et maigri depuis leur dernière rencontre. Ruiné par les dettes contractées envers Henri, il vivait désormais dans le dénuement le plus total. D'une voix suppliante, il demanda à Aline de lui donner un peu d'argent, ne serait-ce que quelques pièces, pour se nourrir. Le cœur brisé de le voir ainsi déchu par sa faute, Aline rassembla discrètement quelques billets dans le bureau d'Henri avant de les remettre furtivement à Charles. Elle le fit jurer de ne jamais révéler à personne qu'elle lui avait apporté son aide. Après le départ de Charles, Aline vécut dans l'angoisse permanente qu'Henri découvre son geste. Si jamais elle était démasquée, sa colère serait terrible, mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner cet homme qui l'avait élevée et aimée comme sa propre fille. Quelques semaines plus tard, Henri annonça de but en blanc à Aline
qu'il avait décidé d'engager une gouvernante. Mécontent de la façon dont elle tenait la maison, il préférait confier les tâches ménagères à cette femme expérimentée qui la superviserait désormais. Blessée par ce manque de confiance après tout, ce qu'elle endurait déjà, Aline n'osa cependant pas protester. La gouvernante, Madame Leblanc, était une femme sévère qui prit rapidement les commandes du manoir d'une main de fer. Aline se sentait rabaissée au rang de simple servante. Un soir, au retour d'un dîner mondain durant lequel elle avait dû jouer la comédie de la parfaite épouse, Henri appela sèchement Aline dans son bureau. Là, sans ambages, il l'accusa ouvertement de lui avoir dérobé de l'argent dans son tiroir. Terrorisée à l'idée des conséquences, Aline avoua en bégayant avoir secouru son père adoptif tombé dans le dénuement. Elle jura qu'il s'agissait de sommes minimes, implorant la clémence d'Henri. Mais celui-ci resta de marbre avant de la congédier d'un geste. Le lendemain, il lui fit annoncer que pour la punir, tous ses privilèges lui étaient retirés sur le champ. Elle était consignée dans sa chambre lorsqu'il était là et devrait désormais se contenter des restes de repas pour se nourrir. Bouleversée mais résignée, Aline accepta sa sanction. Elle ne cherchait même plus à comprendre comment Henri pouvait se montrer si impitoyable et cruel. Survie et soumission étaient désormais ses seuls mots d'ordre pour endurer son calvaire quotidien. Les semaines qui suivirent furent très sombres pour Aline. Déchue de son statut d'épouse, elle était désormais traitée en domestique indésirable par Henri et la gouvernante Madame Leblanc. Confinée dans sa chambre en présence de Henri, elle devait se contenter de restes frugaux pour se nourrir, manger seule dans la cuisine après le départ des maîtres des lieux. Un soir, cachée dans l'ombre de l'escalier, elle surprit une conversation entre Henri et Madame Leblanc. Cette dernière suggérait de renvoyer Aline chez ses parents adoptifs, arguant qu'elle était un poids inutile et une dépense superflue pour le manoir. Le sang d'Aline ne fit qu'un tour. Bien qu'Henri se montre sans pitié à son égard, elle ne pouvait se résoudre à retourner dans le dénuement et l'anonymat de son ancienne vie. Plus tard, elle vint le supplier de ne pas l'éloigner. S'il était dur, au moins elle avait un toit et de la nourriture grâce à lui. Des larmes sur les joues, elle le conjura de lui laisser une dernière chance de se racheter. Contre toute attente, Henri finit par accepter, non par clémence, mais pour éviter le scandale du divorce, à condition qu'elle se fasse oublier, obéissant au doigt et à l'œil à ses ordres et à ceux de Madame Leblanc. Soulagée, Aline promit de se plier à toutes leurs exigences. Un matin, alors qu'Aline était seule au manoir, on sonna à la porte. Elle découvrit avec surprise Steven, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas revu depuis son mariage. Lui aussi la trouva changée. Ils discutèrent avec animation. Steven compatit lorsqu'Aline lui décrivit la dureté de Henri et la pauvreté de Charles depuis l'arrangement matrimonial. Avant de partir, il prit ses mains dans les siennes et lui fit promettre de lui écrire. Troublée par le réconfort qu'elle avait trouvé auprès de Steven, Aline repensa à lui toute la journée. Il fut le premier à lui offrir des fleurs, à l'inviter à danser lors des fêtes du village. Son regard émeraude pétillait encore de malice et d'affection sincère. Quand la première lettre de Steven arriva, le cœur d'Aline s'emballa. Ces mots réchauffaient son âme meurtrie. Elle y répondit avec passion, savourant cette lueur d'espoir dans son océan de solitude. Leurs échanges épistolaires clandestins devinrent son seul réconfort. Mais Henri finit par se douter de quelque chose. Un jour, il surprit les deux amants en pleine discussion enflammée dans le petit salon. Fou de rage, il roua Steven de coups avant de le jeter dehors. Puis, il enferma Aline dans sa chambre, lui promettant les pires châtiments pour cette trahison. Furieux d'avoir surpris Aline en compagnie de son amant secret Steven, Henri décida de l'emmener dans sa résidence secondaire à la campagne. Là-bas, à l'abri des regards, il pourrait châtier comme il l'entendait cette épouse adultère. Le voyage en carrosse se fit dans un silence de plomb. Aline n'osait pas le regarder, terrorisée à l'idée du sort qu'il lui réservait.
Arrivé à destination, Henri la jeta dans une chambre luxueuse mais austère qui serait désormais sa prison. Pendant de longs jours, elle y resta enfermée et isolée du reste du monde. Henri exigeait une confession complète de sa part avant d'envisager de la reprendre sous son toit. Mais Aline résista d'abord, refusant d'admettre quoi que ce soit. Finalement, de guerre lasse et terrifiée à l'idée de perdre ce qu'il lui restait, Aline finit par accepter de lire à Henri la lettre qu'il avait dictée. Elle y avouait avoir entretenu une relation avec Steven tout en jurant avoir repoussé ses avances. Satisfait, Henri la maintint néanmoins enfermée et entravée pour la punir. Aline ruminait sa douleur, persuadée d'avoir perdu à jamais Steven après cette humiliation. Lui avait-il seulement échappé à la vindicte de Henri? Elle tremblait pour sa vie. Au bout des jours de réclusion, Henri finit par annoncer à Aline qu'il lui donnait une dernière chance de se racheter. Il était prêt à la laisser reprendre ses études et renouer avec la respectable société, mais à condition qu'elle ne revoie jamais Steven. Aline accepta ces conditions, soulagée de pouvoir quitter sa prison, même si sa liberté restait très relative. Elle reprit une vie normale au manoir, sous la surveillance constante de Henri. Mais la flamme intérieure que Steven avait ravivée en elle ne s'éteindrait pas si facilement. De son côté, Henri montrait un peu plus de sensibilité et d'attention. Un soir, alors qu'Aline lisait paisiblement dans la bibliothèque, elle entendit des pas dans son dos. C'était Henri qui entrait dans la pièce. Levant les yeux de son livre, leur regard se croisa et s'accrocha. Aline fut surprise d'y lire une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Ses prunelles sombres étaient assombries par une flamme de désir qui la fit frissonner. Sans un mot, il s'approcha d'elle tel un fauve traquant sa proie. Arrivé à sa hauteur, Henri lui retira délicatement le livre des mains et le referma. Puis, glissant une main sous son menton, il releva son visage vers le sien et l'embrassa passionnément. Sous le choc, Aline resta d'abord figée. Puis, saisie par un élan irrépressible, elle noua ses bras autour de son cou et répondit ardemment à son baiser. Leurs langues se mêlèrent avec avidité, tandis que leurs mains se faisaient pressantes, parcourant leur corps frémissant. Henri la souleva alors dans ses bras puissants, comme si elle ne pesait rien. Sans cesser de l'embrasser, il l'emporta jusque dans leur chambre avant de la déposer délicatement sur le lit. Là, il prit le temps de la dévêtir lentement, savourant chaque instant. Chaque partie de dentelle ôtée révélait un peu plus la peau diaphane d'Aline qui se couvrait de chair de poule sous ses doigts. Une fois nue, elle le fut totalement. Allongée sur le dos, ses courbes gracieuses épousaient les draps de soie pourpre, ses seins fermes pointaient vers le plafond. Son visage empourpré trahissait son trouble et son désir montant. Henri la contempla un long moment avec une expression mêlant convoitise et révérence. Puis, il entreprit de parcourir chaque centimètre de son épiderme de baisers brûlants et de caresses exquises. Aline se cambrait sous ses attentions, laissant échapper des gémissements de plaisir. Quand il estima qu'elle était prête, Henri écarta délicatement les cuisses de la jeune femme avant de la pénétrer lentement. Ils poussèrent ensemble un râle de satisfaction au moment de leur union charnelle. Puis Henri entama de langoureux va-et-vient tout en continuant à prodiguer 1000 attentions à Aline. Ses mains caressaient ses seins dressés, sa bouche suçotait la peau tendre de son cou et son membre allait et venait en elle en frottant tous ses points sensibles. Grisée par ces sensations délicieuses, Aline ondulait des hanches pour accentuer le contact. Elle sentait le désir monter en elle par vagues successives, toujours plus haut, toujours plus fort. Henri aussi semblait enivré, le souffle court et le regard brûlant d'envie. L'acte dura de longues minutes, jusqu'à ce que l'apothéose les cueille tous deux dans un même râle de plaisir. Leurs corps se tendirent à l'unisson au moment de la délivrance ultime. Fourbus mais comblés, ils restèrent un moment enlacés sans prononcer un mot, leur peau encore frémissante de leur étreinte passionnée. Puis Henri
roula à côté d'Aline et la tira contre son torse avant de sombrer dans le sommeil, un léger sourire aux lèvres. Le lendemain matin, Aline s'éveilla dans les draps, encore imprégnés de leur odeur d'amour. Seule dans le grand lit, elle repensa à l'incroyable communion de leur corps la veille. Jamais elle n'aurait imaginé Henri capable de la désirer et de la satisfaire avec une telle ardeur. Cette nuit avait éveillé en elle des sensations et des émotions qu'elle croyait enfouies depuis le drame avec Steven. Sous la carapace de l'homme dur et froid qu'elle connaissait, se cachait une passion insoupçonnée. Peut-être cela marquait-il un tournant dans leur relation houleuse, mais lorsque Henri revint dans la chambre déjà apprêtée pour partir au travail, ses illusions retombèrent. Après un bref baiser sur son front, il quitta les lieux sans un mot ou un regard tendre. Visiblement, il considérait leur étreinte comme un incident isolé. Les jours qui suivirent confirmèrent à Aline que malgré leur rapprochement physique, Henri maintenait une distance glaciale avec elle au quotidien. S'il lui arrivait de se plaindre d'un associé ou d'un contrat difficile, c'était toujours sur un ton agacé, sans véritable intimité. Quand Aline évoqua timidement ses rêves et ses espoirs pour leur couple, il rétorqua sèchement « Ne te méprends pas, tu restes mon épouse, alors assure-toi de ne pas l'oublier. » Blessée, Aline comprit qu'il ne s'abandonnerait probablement jamais vraiment à elle. Un soir, n'y tenant plus, elle rassembla son courage et aborda le sujet qui lui tenait le plus à cœur. Fonder une famille. Mais Henri refusa catégoriquement, arguant qu'un enfant ne ferait que la détourner de ses devoirs d'épouse. Le cœur brisé, Aline quitta la pièce en pleurant. Les semaines qui suivirent furent ponctuées de disputes et de réconciliations orageuses. Henri campait sur ses positions, ne voulant à aucun prix d'une progéniture qui l'enchaînerait selon lui. Aline rêvait de materner, d'offrir l'amour qu'elle n'avait pas reçu enfant. Malgré leurs caractères opposés, une certaine complicité se tissait parfois entre eux, mais Aline sentait que le manque d'enfants risquait de les détruire à terme. Un espoir insensé germa alors en elle, celui de tomber enceinte par surprise pour forcer le destin. Malgré l'intensité de leur récente nuit d'amour, Henri maintenait une distance avec Aline au quotidien. S'il acceptait de partager désormais sa couche, il refusait catégoriquement d'envisager un avenir commun ou une famille. « N'imagine pas que nos étreintes changent quoi que ce soit, » lui lança-t-il un matin. « Tu restes mon épouse, alors contente-toi de jouer ton rôle. Et surtout, assure-toi de prendre tes précautions pour ne pas tomber enceinte. » Blessée mais résignée, Aline accepta ses conditions. Chaque soir, elle avalait docilement la potion contraceptive préparée par la gouvernante Madame Leblanc avant de rejoindre la chambre de Henri. Et chaque nuit, elle se donnait à lui avec abandon, malgré l'absence d'amour, espérant secrètement l'apaiser. Car au fond d'elle-même, Aline n'avait pas renoncé à son rêve de maternité. Elle imaginait qu'un enfant pourrait adoucir Henri, combler le vide affectif béant entre eux. Cet espoir insensé la berçait dans les heures sombres. Un matin, alors que Madame Leblanc lui tendait son breuvage habituel, Aline fut prise d'une impulsion. D'un geste brusque, elle renversa la fiole qui se brisa au sol. La potion se répandit sur le parquet sous le regard outré de la gouvernante. « Ma chère, que faites-vous? Votre mari a été très clair sur ce point. Prenez garde qu'il ne vous châtie pas pour votre désobéissance. » Un matin, tandis qu'elle s'apprêtait pour la journée, Aline fut prise d'un vertige et dut s'asseoir, la tête lui tournant. Inquiète, elle compta mentalement les semaines depuis ses dernières menstruations. Avec effroi, elle réalisa qu'elles auraient dû survenir depuis longtemps déjà. Portant la main à son ventre, elle sentit ses seins gonflés sous sa fine chemise de nuit. Maintenant qu'elle y prêtait attention, son corps présentait tous les signes d'un début de grossesse. Mais comment cela avait-il pu arriver, malgré ses précautions scrupuleuses? Alors qu'Aline était perdue dans ses réflexions, la porte de la chambre s'ouvrit brutalement sur Henri. Figée, elle vit son regard parcourir la pièce avant de s'arrêter sur elle.
Ses yeux s'étrécirent en détaillant sa silhouette arrondie. « Qu'est-ce que cela signifie » gronda-t-il sourdement. « Ne me dis pas que… » Incapable de prononcer un mot, Aline posa instinctivement la main sur son ventre. Ce geste suffit. Le visage de Henri se décomposa sous l'effet de la rage. « Misérable » siffla-t-il entre ses dents. « Tu oses désobéir à ce point à mes ordres. Je t'avais prévenu des conséquences, mais tu n'en as rien à faire, on dirait. » Terrifiée, Aline se recroquevilla sur elle-même, protégeant son ventre d'un geste dérisoire. Elle s'attendait à ce qu'il la frappe, lui ordonne d'avorter sur le champ. Mais au lieu de cela, Henri tourna les talons et quitta la pièce. La confrontation n'était que partie remise. De retour le lendemain, Henri était plus déterminé que jamais à ne pas laisser ce bébé indésirable pointer le bout de son nez. Il entraîna de force Aline à l'hôpital, bien décidé à lui faire interrompre cette grossesse. La jeune femme le supplia tout le long du trajet, s'agrippant désespérément à lui. Elle implora sa pitié, lui promit d'être la plus dévouée des épouses s'il la laissait mener cette grossesse à terme. Mais Henri resta de marbre. Arrivé à l'hôpital, il la traîna jusqu'au bureau du médecin, faisant fi de ses pleurs, puis ordonna avec autorité au médecin d'interrompre la grossesse. Après cet avortement forcé, Aline sombra dans une profonde dépression. Elle restait prostrée dans sa chambre d'hôpital de longueurs journées, pleurant la perte de cet enfant non désiré par Henri. Henri lui rendait visite chaque soir, même s'il restait froid et distant depuis cette épreuve. Lors d'une consultation de suivi, Aline prit la parole et demanda au docteur « Je veux que vous me ligaturiez les trompes », déclara-t-elle d'une voix éteinte. Le médecin et Henri la dévisagèrent, abasourdis. « Êtes-vous bien sûr ?» demanda le docteur. « C'est une procédure difficilement réversible, et à votre âge, ce n'est pas conseillé. » Mais Aline resta ferme. Les larmes roulaient sur ses joues alors qu'elle suppliait qu'on la prive à jamais de sa capacité à enfanter. Choqué, Henri tenta de s'interposer, mais elle tint bon. Le cœur en 1000 morceaux, Aline sortit de l'hôpital avec la certitude que plus jamais elle ne porterait la vie. Henri l'avait privée de ce bonheur suprême, il ne lui restait plus rien à espérer. De retour au manoir, elle se terra dans sa chambre, refusant de manger malgré les suppliques de la domestique. Recroquevillée sur son lit, elle pleurait la perte de cet enfant qui ne verrait jamais le jour, ainsi que tous les autres à venir. Henri hésita à venir la voir, déstabilisé par sa demande de ligature. Il réalisait que la situation lui avait échappé, qu'il avait peut-être fait preuve de trop de dureté. Mais Aline lui en voulait tellement qu'elle refusait tout contact. 3 jours passèrent ainsi jusqu'à ce matin où la bonne trouva Aline gisant sur le sol, un flacon de somnifère vide à la main. Elle avait écrit une lettre d'adieu déchirante, disant son amour pour l'enfant qu'elle n'aurait jamais. On craignit le pire, mais les secours parvinrent à la sauver in extremis. Quand elle reprit connaissance à l'hôpital, Henri était à son chevet, le visage ravagé par le remords. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Aline avait perdu à la fois son bébé et l'espoir d'être mère un jour. Jamais elle ne pourrait le pardonner. Désormais, un mur infranchissable s'était érigé entre eux, malgré les efforts désespérés de Henri pour se racheter. Il avait brisé quelque chose en elle et rien ne pourrait jamais le réparer. Leur couple ne s'en relèverait pas. Après des semaines de profonde dépression, Aline demeurait prostrée dans sa chambre, inconsolable. Henri faisait de son mieux pour l'accompagner malgré son malaise. Il restait de longues heures à son chevet, tentant de la faire manger ou de la distraire, mais sans succès. Un matin, alors qu'il effectuait sa promenade à cheval, Henri aperçut au loin une silhouette familière dans un champ. Marguerite, l'amie si chère d'Aline. Sans hésiter, il dirigea sa monture vers elle. D'un ton froid et direct, il lui ordonna de venir voir Aline sur le champ. Sa présence serait sans doute salutaire pour sortir sa femme de sa léthargie. Marguerite accepta, non par égard pour Henri, mais par affection pour son ami.
Quand Marguerite arriva au manoir, le visage d'Aline s'illumina pour la première fois depuis des semaines. Sa vieille complice avait le don de réveiller son âme endolorie. Elles eurent une longue conversation à cœur ouvert. Suite à cette visite, Aline sembla progressivement renaître de ses cendres. Elle se remit à lire, à jouer du piano, à se promener dans les jardins. Ses joues reprenaient des couleurs et elle adressait timidement la parole à Henri. Celui-ci respectait scrupuleusement le besoin de solitude et d'indépendance de sa femme, tout en veillant sur elle. Il était prêt à tout pour l'aider à surmonter le traumatisme qu'il lui avait infligé malgré lui. Un soir, Aline accepta même de dîner avec lui pour la première fois depuis des semaines. Tout en dégustant ce repas, elle lui annonça son souhait de reprendre ses études pour devenir institutrice. Touché par sa force de caractère, Henri donna immédiatement son accord, promettant de financer tous les frais nécessaires. Le chemin serait encore long, mais il la voyait renaître de ses cendres tel le phénix. Peut-être leur amour saurait-il surmonter cette terrible épreuve? Ces derniers mois, Henri avait redoublé de patience et de délicatesse pour donner à Aline l'espace nécessaire à sa guérison. Il la couvait du regard à chacun de ses départs pour l'université, admiratif de sa soif de connaissance. Le soir venu, il l'écoutait parler de ses études avec un plaisir non dissimulé. Même si le fantôme de leur drame passé planait toujours, Aline semblait avoir retrouvé goût à la vie, et Henri faisait tout pour l'y encourager. Il veillait à ne plus jamais évoquer la question d'un héritier, conscient que ce sujet restait douloureux pour elle. Un soir, il lui proposa une sortie au théâtre pour se détendre de ses révisions. Elle accepta avec un sourire timide mais sincère qui réchauffa le cœur de Henri. Toute la soirée, il guetta ses réactions du coin de l'œil, attendri par son absorption totale dans la pièce. Sur le chemin du retour, il osa lui prendre délicatement la main dans un geste spontané. À sa grande surprise, elle ne se déroba pas, acceptant cette marque d'affection avec un léger rougissement. Encouragé par cette évolution, Henri se mit à multiplier les petites attentions pour lui prouver la sincérité de son attachement. Un matin, il déposa une rose sur son pupitre d'études avant qu'elle ne parte. Un soir, il lui massa les épaules après de longues heures penché sur ses cahiers. Petit à petit, au fil de leurs échanges complices, une tension nouvelle naquit entre eux. Leurs regards s'attardaient, leurs mains frôlaient. La passion refoulée menaçait de ressurgir malgré les blessures du passé. Puis un soir, n'y tenant plus, il l'enlaça tendrement par derrière alors qu'elle jouait du piano. Le morceau s'interrompit sur une fausse note. Craignant de l'avoir brusqué, Henri s'apprêta à s'écarter. Mais contre toute attente, Aline posa une main sur la sienne pour la maintenir autour de sa taille fine. Puis elle pencha la tête sur le côté et lui offrit sa joue à embrasser. Une larme perlait au coin de son œil, mais son regard ne reflétait aucune peur. Ce simple baiser éveilla en eux des sensations oubliées. Dès lors, leurs gestes se firent plus tendres, leurs étreintes plus fréquentes. La passion refoulée menaçait de ressurgir et de les consumer à nouveau. Un soir, n'y tenant plus, Henri prit le visage d'Aline entre ses mains et déposa un baiser passionné sur ses lèvres. Elle y répondit ardemment, nouant ses doigts dans sa nuque. Leurs langues se mêlèrent comme autrefois. Ils s'aimèrent avec une urgence mêlée de pudeur ce soir-là. Henri prit soin de cajoler longuement Aline, de lui arracher des soupirs de plaisir avant de la posséder. Leurs corps se réapprirent et fusionnèrent à nouveau. Allongés enlacés dans l'obscurité, essoufflés mais comblés, ils savouraient la plénitude de leur retrouvaille charnelle. Le chemin serait encore long, mais cet instant magique scellait le pardon mutuel de leurs âmes meurtries. Dans les semaines qui suivirent leur retrouvaille charnelle, Aline et Henri vécurent un bonheur simple mais profond. Les journées d'Aline étaient consacrées à ses études avec passion. Le soir venu, elle retrouvait les bras aimants de Henri. Le fantôme de leur drame passé planait toujours, mais de façon plus apaisée. Aline arrivait désormais
à évoquer la fausse couche sans larmes, trouvant du réconfort dans les mots tendres de Henri. Un matin, ce dernier l'a surpris en lui annonçant qu'il avait organisé un week-end sur la côte, juste tous les deux. Ravi par cette attention, Aline accepta avec joie, impatient de partir à l'aventure avec lui. Le voyage en train fut l'occasion de conversations légères et de fous rires. Puis vint le moment de découvrir leur hôtel avec vue sur la mer. Émerveillée, Aline sauta au cou de Henri pour le remercier. Leur baiser avait un goût d'embrun. Ils profitèrent de longues balades sur la plage déserte, main dans la main, pour imaginer les contours de leur avenir. Henri évoqua la possibilité pour Aline de travailler comme institutrice une fois ses études terminées. Elle lui en fut extrêmement reconnaissante. Le dernier soir, Henri invita Aline au restaurant. Sous la lumière des chandelles, il prit délicatement sa main et la demanda en mariage pour la seconde fois. Émue aux larmes, Aline accepta avec un bonheur indicible. Leur union fut célébrée quelques semaines plus tard, entourée de leurs proches. Marguerite était témoin d'Aline. Durant la fête, elle glissa malicieusement à son amie que ce mariage réussi était sa plus belle revanche sur ceux qui avaient douté d'elle. Car même si la vie leur réservait encore des peines et des joies, Aline et Henri étaient désormais liés par un amour profond, forgé par les épreuves. Ils avaient appris à voir la beauté dans les imperfections et à toujours se choisir quoi qu'il arrive. Quelques années s'étaient écoulées depuis leur mariage renouvelé. Aline enseignait avec passion à l'école du village et retrouvait chaque soir les bras aimants de Henri. Leur amour avait grandi en dépit de quelques orages. Cependant, Aline ressentait parfois un manque cuisant. Suite à son avortement, elle avait subi une ligature des trompes, l'empêchant d'avoir un enfant. Ce rêve de maternité inassouvi la hantait, même si elle n'en parlait guère par pudeur. Henri le comprit à ses regards attristés envers les enfants. Alors un soir, prenant délicatement les mains d'Aline, il lui proposa de consulter un spécialiste. Certaines techniques pouvaient peut-être réparer les trompes. Bouleversée, Aline accepta, osant à peine espérer. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'examens, d'attentes, d'espoir et de crainte. Enfin, le verdict tomba. Une intervention permettrait de rétablir sa fertilité. Après l'opération, Aline put enfin goûter pleinement au bonheur d'aimer en toute insouciance. Henri la comblait de 1000 attentions et leurs étreintes avaient la fougue des premiers jours. Il prenait tout son temps pour l'embrasser, la caresser, lui donner 1000 délices avant de s'unir à elle passionnément. Leurs corps enlacés ne faisaient plus qu'un, se complétant à la perfection. Aline se cambrait sous les assauts de son amant, gémissante de plaisir. Lorsqu'ils atteignaient l'extase ensemble, elle avait l'impression de toucher les étoiles. Un matin, alors qu'Henri était parti au travail, Aline se rendit compte en s'étirant que ses seins étaient douloureux et gonflés. Intriguée, elle compta mentalement les semaines depuis ses dernières menstruations. Avec un hoquet de surprise, elle réalisa qu'elle avait du retard. Posant une main tremblante sur son ventre encore plat, elle ressentit au plus profond d'elle-même la présence d'une nouvelle vie. Des larmes de joie roulèrent sur ses joues. Après tant d'épreuves, son rêve se réalisait enfin. Elle était enceinte de l'homme qu'elle aimait. Impatiente de partager cette merveilleuse nouvelle, Aline prépara un dîner aux chandelles. Lorsque Henri rentra le soir, elle l'accueillit avec un baiser passionné. Puis, prenant sa main, elle la posa en douceur sur son ventre en lui murmurant « Tu vas être papa ». Henri resta un instant sans voix, bouleversé par l'annonce inespérée de cette grossesse. Puis un large sourire fendit son visage et il souleva Aline dans ses bras en la faisant tournoyer, ivre de bonheur. Cette fois, il veillerait à ce que la grossesse se déroule dans les meilleures conditions possibles. Chaque matin, il déposait un baiser sur le ventre rond de son épouse avant qu'elle ne parte enseigner. Le soir, il lui préparait des tisanes, lui massait le dos, anticipait ses moindres désirs. Malgré une fatigue croissante, Aline rayonnait de bonheur. Porter la vie était l'expérience la plus merveilleuse qui soit.
Elle avait hâte de tenir son bébé dans ses bras, de voir Henri en papa poule. Il accompagnerait l'accouchement cette fois, elle le lui avait fait promettre. Le jour J arriva enfin, après de longues heures de travail. Épuisée mais transfigurée de bonheur, Aline serrait contre son sein son petit garçon. Henri sanglotait en couvrant le nourrisson de baisers. Ils le prénommèrent Gabriel, en hommage à l'ange exaucé. Bientôt, le manoir résonna des chants et des rires de l'enfant. Henri s'était aménagé un coin de son bureau pour pouvoir garder le bébé près de lui. Les années de bonheur s'écoulèrent paisiblement, entre les jeux avec Gabriel, les promenades en famille et les récits à son chevet. Leur amour avait survécu à bien des épreuves, dont certaines terribles. Mais du fond du gouffre, ils avaient puisé une force nouvelle. Cette famille aimante qu'ils avaient fondée était la plus belle des victoires sur les malheurs passés.